Bah oui, parce que c'est pas tout, hein, mais on est quand même déjà début octobre et je vous ai pas présenté un seul de mes livres lus en septembre. C'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup lu en septembre. Tout s'explique. C'était à prévoir, ça m'arrive très régulièrement quand je lis beaucoup à un moment donné, j'ai besoin derrière de faire une petite pause. C'est donc ce que j'ai fait en septembre. J'ai très peu de choses à vous présenter, donc ça ne valait pas le coup de faire des c'est lundi que lisez-vous, sans compter que j'avais toutes les vidéos tournées en août autour de mon challenge à vous présenter. Vous avez vu le challenge que j'ai presque réussi, j'étais contente. Et donc je vais vous parler de mes lectures de ce mois de septembre en une fois, d'un coup d'un seul, comme ça après on n'en parle plus et on reprend un rythme régulier ou pas, puisqu'on s'en fout en fait. Lisez bien quand vous avez envie, les gens, c'est la seule chose à retenir. Lisez ce que vous avez envie de lire et lisez quand vous avez envie de lire. L'envie, 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 l'amour, la passion, tout ça, le reste, mais on s'en tape. Alors oui, des fois, pour l'école, pour l'université, vous êtes obligé de lire, mais la plupart du temps, quand on a pas mal de trucs à lire, c'est quand même que soit c'est bon pour nous, parce que je sais pas comment justifier sinon les bouquins qu'on fait lire aux gens qui n'ont pas envie de lire au lycée ou au collège. C'est bon pour vous les gens. Mais sinon à la fac, tous les trucs qu'il faut se bouffer, c'est généralement qu'on a choisi de faire des études de lettres ou de langue, et je sais pas, non, c'est logique. Enfin de toute façon, je vois pas pourquoi il faudrait se justifier pour lire, parce que lire c'est la vie, hein. Voilà, allez. Je vais aller prendre mes petits cachets et je retourne. Donc dans la catégorie j'ai pas grand chose à vous présenter, il y a 2 BD dont une relecture, il y a 2 romans jeunesse, je vous ai dit j'ai fait simple, hein. Et il y a un bouquin qu'on m'avait conseillé que j'ai beaucoup aimé même si j'ai pas appris grand chose. Passons très rapidement sur ma première relecture, Maliki broie la vie en rose, qui est le tome 1 des 7 tomes des aventures de Maliki publiées donc aux éditions Ankama. À savoir que si vous ne la connaissez pas, elle a depuis des années et des années et des années un blog avec des strips qui sont extraordinaires, qu'elle réussit maintenant à s'auto-publier et je trouve ça génialissime. Si je devais soutenir un jour quelqu'un sur Tipeee, ce serait elle ou Chris Papillon, un des deux ou les deux. Vivement que je sois riche. Et j'adore tout ce qu'elle a fait, j'adore son ton, j'adore ses illustrations. Et si j'en parle pas plus que ça, c'est parce que je pense qu'un jour je vous parlerai d'elle toute seule parce qu'elle le mérite. Voilà. Donc relecture très girly, très chacha, tout ce que j'aime. Elle a un côté cat size en fait, donc quand j'ai besoin d'un petit coup de boost ou de sourire, j'ouvre une des pages de Maliki et j'espère un jour pouvoir avoir tous les albums. Parce que ça non plus, vous voyez, des albums, j'en ai pas des masses parce que bah, je garde pas mes livres, encore une fois, on va pas revenir là-dessus. Mais les albums de Maliki, c'est quelque chose que je vais garder, quoi, clairement. Voilà. Je vous ai pas parlé d'histoire, des chats, une fille, des aventures, du quotidien, le tout en format girly et rigolo. Pourquoi s'en priver? Et accessoirement un questionnement sur la vie et sur certaines pratiques et sur certains métiers. Et c'est très pertinent, vraiment. Une BD assez incroyable qui m'a un peu déstabilisée, à savoir Un peu de bois et d'acier de Chabou aux éditions Vent d'Ouest. J'ai été attirée par la couverture. Oh, comme c'est original! Avec ce petit banc que vous ne verrez peut-être pas, je vous ferai peut-être un zoom si je trouve l'illustration plus jolie, la couverture vue de près comme il faut, quoi, pendant que je parle. Et ce bouquin, en quoi il est extraordinaire? Et ben en fait, il y a aucun texte, jamais, à aucun moment, nulle part. C'est l'histoire d'un banc, un peu de bois et d'acier, c'est un banc en fait. Et vous allez suivre les aventures du banc. Oui, tout à fait, messieurs, dames, les aventures d'un banc. C'est un banc dans un jardin public et il voit plein de choses. Les gens qui passent et qui repassent, les gens qui s'assoient, qui ne s'assoient pas, ceux qui essaient de dormir mais qu'on empêche de dormir. Donc il y a tout un questionnement sur les gens qui sont pressés, sur les gens qui font du sport, sur les gens qui courent, sur les amoureux qui s'attendent sur les bancs publics, sur les SDF qui aimeraient pouvoir dormir sur les bancs publics sans qu'on leur mette des trucs en plein milieu du banc pour qu'ils ne puissent plus s'y installer. De ce gendarme qui toute sa vie va essayer d'empêcher ce SDF de se coucher sur ce banc public. De cet homme et de cette femme qui vont simultanément attendre leurs amoureux respectifs sur ce banc sans jamais les croiser pour finalement se retrouver, de cet homme et de cette femme qui vont s'aimer pendant des décennies et des décennies jusqu'à ce que l'un d'entre eux se retrouve tout seul sur son banc public, etc., etc. Je n'aurais jamais pensé
qu'une BD sans aucun texte puisse m'apporter autant d'émotions. Voilà, j'ai été moi-même surprise, étonnée de ma réaction. Parce qu'au début, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que j'avais ce réflexe un peu idiot d'ouvrir mon livre et de regarder les images et de passer à l'image suivante, à la recherche de la bulle. Sauf qu'il n'y a aucune bulle. Donc, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte. Comment je fais moi pour savoir? Alors je repasse sur les dessins. Et là, je vois toutes les subtilités, toutes les nuances au niveau des visages, au niveau des sourcils, des sourires. Je remarque que le banc n'a pas forcément la même couleur, que l'arbre derrière n'a pas forcément le même feuillage, ce qui permet de connaître les saisons, etc., etc. C'est une BD qui, pour moi, est du domaine de l'étude sociologique. Et franchement, je ne peux que vous la conseiller. Ça n'a pas été un coup de cœur, c'est pas un truc que je relirai, mais franchement, elle mérite vraiment le détour. C'est tout en noir et blanc, c'est tout du travail d'ombrage, mais surtout, c'est des situations du quotidien. Et c'est incroyable tout ce qui se passe, même sans rien, quoi. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'ai également lu Jour de collège aux éditions Scripto de Bernard Friot. Alors, je sais pas si c'est des nouvelles ou si c'est un roman. J'ai bugué encore, c'est pas grave. En fait, de par la structure du texte, à savoir que vous avez plusieurs tranches de vie, plusieurs tranches de classe au sein d'un collège, ça donne l'impression en fait que ce sont des nouvelles. Mais elles sont toutes liées entre elles, donc au final c'est aussi un roman, puisqu'on retrouve certains personnages, etc. Donc je ne sais pas ce que c'est. Bref, c'est un roman nouvelle, un nouvel roman. Ceci étant, chaque chapitre étant présenté par un titre du genre fausse note, marque, ou encore qu'est-ce qu'on a d'autre, chapeau pointu, foulard, on peut se dire que ce sont plutôt des nouvelles. Mais bon, voilà, c'est quand même classé comme un roman. Est-ce que c'est vraiment très très utile ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu en fait? On suit les aventures de Yannick, Sébastien, Samira, Lise, etc. Des collégiens, tout ce qu'il y a de plus normaux, des collégiens, tout ce qu'il y a de plus bancal, avec des histoires qui parfois sont donc intéressantes et parfois beaucoup moins, mais des vrais sujets de société. En fait, j'ai fait pas mal dans la société pendant ce mois pendant ce mois de septembre. Il va être question par exemple de l'importance ou non de porter des marques, de l'importance ou non de porter le foulard à l'école quand on est dans une école laïque, de la question de l'amitié amoureuse, des sous-entendus subtils entre une élève et un professeur. Il y a pas mal de petits sujets comme ça qui sont abordés très rapidement, très subtilement, mais au final j'ai trouvé que c'était une lecture courte mais intense. Le livre qui m'a été conseillé, c'était Message des hommes vrais au monde mutant de Marlo Morgan, une initiation chez les aborigènes. Alors, dans ce livre, que je ne sais toujours pas une fois que j'ai terminé si c'est une fiction ou un pseudo-témoignage, nous suivons une femme qui doit se rendre en Australie, qui est a priori enlevée, kidnappée par une tribu aborigène, et qui va les suivre pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, être acceptée au sein de leur tribu pour apprendre le message donc du peuple vrai, qui est donc les aborigènes, aux mutants, c'est-à-dire nous, personnes occidentales. J'ai eu beaucoup de mal avec la façon dont c'est écrit, parce que c'est ce que j'appelle très américanisé au niveau du développement personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun détail, mais tout est normal. Donc la nana, elle se fait kidnapper, prenons juste cet exemple-là, elle se fait kidnapper, ou en tout cas enlever, bon, elle accepte de les suivre, probablement qu'elle aurait pu se barrer si elle avait voulu se barrer, mais il n'empêche qu'il n'y a aucune page sur ses éventuelles peurs. Alors peut-être que c'est moi qui ne suis pas normale, mais je me dis que même si je suis curieuse, aventurière, que je me dis que je pourrais en faire un putain de reportage, etc., etc., il y a quand même un moment où j'ai les chocottes. Genre je traverse un désert des plaines australiennes, je ne peux plus respirer, je ne peux plus boire, on m'enferme dans un trou de sable, etc. Mais tout va bien. Enfin, d'un seul coup, elle retrouve tout le monde, on ne sait pas trop comment non plus. Il n'y a pas d'explication sur ce qu'elle a vécu après. Enfin, c'est très 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 bizarre. Et en même temps, le propos, ben, il est bien.
il est bien si, encore une fois, voilà, vous êtes intéressé par tout ce qui est développement personnel, loi d'attraction, etc., avec un message assez simpliste, il faut quand même dire ce qu'il est, sur ce qu'on est en train de faire à la planète, aux animaux, etc., etc. Donc si vous n'êtes pas dans ce trip-là, je ne vous le conseille pas du tout. Et même si vous êtes dans ce trip-là, je sais pas. Je sais pas en fait vous dire si... Non, je sais pas si je le conseillerais. Moi j'ai aimé ma lecture, mais je sais pas si je le conseillerais. C'est terrible, hein? C'est terrible. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me gênent dans la façon dont c'est écrit, formulé. Mais le propos est bon. Vous voyez? C'est comme si vous aviez en face de vous une personne qui vous agace profondément, mais que vous arrivez à faire abstraction de la personne pour retenir que son propos, et que vous vous dites, ouais, il y a un fond de vérité, je peux peut-être en faire quelque chose dans ma propre vie au quotidien. Voilà, c'est un peu ça, ce bouquin-là. C'est même carrément ça, en fait. Oui, c'est ça, si, c'est ça. C'est la personne que j'ai en face de moi, elle m'exaspère au plus haut point. J'ai juste envie de lui dire, ferme bien ta bouche, mais en même temps, ce qui sort de sa bouche, bah, c'est intéressant. Voilà. Elle ne sait pas le dire, elle ne sait pas le formuler, elle emploie des mots qui sont complètement un peu concon, bonnet, etc. C'est un Jean-Claude Van Damme. C'est un Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à suivre son propos et la cohérence, mais quand vous chopez un truc, une idée, et que vous arrivez à la traduire dans du bon français, et ben vous vous dites ouais, je suis d'accord. Ou pas d'ailleurs, mais vous vous dites un truc. Voilà, c'est ça. C'est écrit par. Ce serait un livre de développement personnel écrit par Jean-Claude Van Damme. Et là, je me dis, est-ce que c'est vraiment vendeur? Et enfin, j'ai lu Love Letters to the Dead d'Ava Delaria, aux éditions Michel Lafon. Je vais pas forcément être gentille avec le livre. En fait, c'était une vidéo sur des lectures sociologiques ou pseudo-sociologiques et sur des romans que j'ai aimé, pas aimé, mais qui étaient quand même bien. Elle était simple à tourner, celle-ci. Alors, Love Letters to the Dead, ça fait un bout de temps que je l'ai dans ma wishlist, peut-être depuis 3 ans, je pense, sans doute, parce qu'à l'époque, j'en avais entendu parler sur Booktube quand j'ai débarqué sur Booktube et que je notais 50 livres par jour à chaque fois que je regardais une vidéo Booktube et que j'étais peut-être un petit peu moins sélective que maintenant dans le choix de mes livres, mais tout ça pour ça, quoi. Hein? Voilà. Je vous explique. Qu'est-ce qu'il y en a de l'histoire? Alors, nous avons, je regarde ma feuille parce que j'oublie toujours les prénoms des personnages, nous avons donc Laurel, qui rentre au lycée, qui quelques mois plus tôt a perdu sa sœur May, qui est morte, dans des circonstances qui nous restent à découvrir, et qui donc décide de ne pas forcément parler de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle veut... Non, c'est pas qu'elle veut, c'est qu'elle sait pas en fait. Elle sait pas comment en parler, elle sait pas si elle doit en parler, elle a peur qu'on la voie comme la petite sœur qui est en plein deuil, etc. Donc elle décide dans un premier temps de ne pas en parler. Il y a aussi un côté, je pense, qui est je veux devenir ma sœur, je veux être comme elle. Donc le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de devenir elle, tout simplement. Et donc si j'en parle et que je dis qu'elle est morte, je peux pas devenir elle. Et ajouter à tout ça une personnalité assez lisse, voire même fadasse, qui là aussi peut s'expliquer dans le roman, mais il n'empêche que qu'elle est toute lisse et qu'elle n'est pas intéressante. Je suis désolée, mais le personnage de Laurel n'est pas intéressant. En tout cas, pas dans une bonne partie du livre. Quelle est l'originalité de ce livre? C'est son style épistolaire / journal intime. L'idée de départ, je la trouve super bonne. Effectivement, elle écrit des lettres à des morts, parce qu'on lui a demandé de faire un exercice autour de écrire une lettre à une personne décédée. On s'attend donc tous à ce qu'elle écrive à sa sœur, mais non, elle décide d'écrire à des célébrités. Donc elle écrit à Kurt Cobain, à Amy Winehouse, à Janis Joplin, etc., etc., des personnages plus ou moins connus, enfin des personnes, pardon, plus ou moins connues. Et en fait, il n'y a jamais de réponse. Donc oui, c'est des lettres, mais comme elles sont adressées à personne puisqu'elle ne les envoie pas, au final, c'est du journal intime. Donc qu'elle écrive en haut cher journal ou cher Kurt Cobain, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que c'est justifié par le fait qu'à chaque fois vous avez quelques lignes sur la vie de la personne célèbre à qui elle s'adresse. Donc vous apprenez quelques éléments sur la vie de tous ces personnages. Donc si vous appréciez leur œuvre, et ben vous en prendrez peut-être un peu plus. Mais ça sert surtout à rebondir pour raconter sa propre histoire, donc ça perd de son intérêt. Ma difficulté, c'est que j'ai trouvé ce livre très long
très lent, insipide par moments. Pour être sincère, je pense que j'ai sauté à peu près au total entre 50 et 60 pages. C'était plus possible, quoi. Ça tournait en rond, on voyait pas où elle voulait en venir. Et vous passez quand même les 2 tiers du livre sans savoir, de une, comment sa sœur est morte, et de deux, pourquoi est-ce qu'elle culpabilise autant de la mort de sa sœur, en sachant que le fait qu'elle soit morte, mais qu'elle va pas dire tout de suite ni comment ni pourquoi, elle l'annonce dès la page 1. Donc créer du suspense, moi je veux bien, mais du coup tiens-nous en haleine avec quelque chose, qui n'est pas forcément le cas dans ce bouquin. Si ce n'est, et par contre oui, j'ai été touchée par ce personnage, et donc c'est pour ça que je suis un peu... voilà, il y a quand même quelques trucs qui sont bons, c'est que j'ai été touchée par le personnage de Sky, qui est donc un personnage masculin, qui a un grand rôle à jouer dans le bouquin, et que j'ai trouvé vraiment touchant. Voilà, donc pour lui, peut-être que oui. Peut-être que oui pour lui. Et peut-être que oui pour ce qui se passe entre la page 200 et 300, où là, clairement, le rythme s'accélère, les choses se mettent en place, il y a pas mal de révélations, aussi bien au niveau des événements qu'au niveau des sentiments des personnages. Donc oui. Peut-être que oui aussi pour la façon dont la notion de relation est traitée face à un deuil. Comment est-ce que chacun gère sa relation à l'autre et comment est-ce que chacun gère son deuil. Et il y a suffisamment de personnages entre donc Laurel, Sky et les parents de Laurel sur comment chacun gère en fait la mort d'un proche, que ce soit la mort d'un enfant, la mort d'une sœur ou autre. C'est vrai que ça apporte des pistes. Donc oui, pour ça, pourquoi pas. Mais à côté de ça, moi ce bouquin, l'effet qu'il me fait au final, la comparaison la plus adaptée que j'ai trouvée, c'est que parfois sur des affiches de films, vous avez plein de logos et de slogans. Vous savez, des phrases chocs qui sont tirées de revues spécialisées ou de critiques de presse ou de critiques de cinéma. La plus belle œuvre de l'année, le meilleur film d'épouvante depuis machin, la plus belle œuvre de trucs bidules. Et puis plein de petits logos parce qu'il y a eu la récompense de Tawin, de l'Ouzbékistan ou de je ne sais quel autre pays ou récompense un peu obscure. Et j'ai remarqué pour ma part que plus il y a de texte sur une affiche, plus en fait il n'y a pas grand chose dans le film. Voilà. Et bien là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que sur le 4e de couverture, au-delà de l'explication, vous avez auteur de best-seller La Liste, Shobhyan Vivan, qui donne donc son avis sur le bouquin. Vous avez Jay Asher, l'auteur de 13 raisons. Vous avez Emma Watson. Voilà, vous avez plein de petites... tiens, il y en a un autre sur la page aussi, l'auteur du Monde de Charlie, qui viennent vanter cette merveilleuse histoire. Et après coup, je me dis que si tu as besoin d'autant de noms célèbres pour vendre ton bouquin, c'est peut-être que tu as un petit manque de confiance sur l'intérêt de ton œuvre, quoi. Je parle côté maison d'édition, hein. Je pense bien que l'auteur elle y croit en son livre, sinon elle ne le sort pas, quoi. Voilà. Donc je peux pas dire demi-teinte parce que globalement il y a des choses intéressantes. Non, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas envie d'être méchante en fait parce que je pense qu'il y a des bons trucs dans cette œuvre, mais je pense qu'il y a d'autres bouquins qui traitent très bien ces sujets-là et qui du coup sont beaucoup plus haletants ou beaucoup plus pertinents ou avec des personnages beaucoup plus attachants. Et donc la conclusion, après avoir développé mon avis avec vous, c'est que j'ai pas aimé plus que ça. Voilà. Si ça, c'est pas un retournement de situation, non, vous voyez, des fois j'essaye en parlant avec vous de trouver le pour, le contre, de rester un peu en... Ben, du coup, moi aussi, je suis en demi-teinte. C'est-à-dire que comme je tranche pas sur j'aime ou j'aime pas, et ben mon avis, il est en demi-teinte. Ce qui est assez couillon parce qu'au final, je le conseillerais pas ce bouquin et je le relirai pas. Donc c'est pas que j'ai... c'est que... voilà. Il me laisse pas un souvenir incroyable. Le temps de reprendre ma respiration pour conclure cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir été pas mal brouillon, je m'en excuse. Je suis à nouveau dans cette phase fatigue que je traverse parfois. Donc voilà, ça donne une personne qui a du mal à être cohérente, ça donne une personne qui a du mal à être pertinente dans ses propos, elle aussi. Et je n'aime pas trop quand je suis comme ça, mais j'ai besoin de faire ces vidéos. Donc j'espère que je pourrai compter sur votre bienveillance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!